Bon, est-ce que vous êtes croyant, monsieur Valadier? Oui. Oui, parce que, vous avez bien raison de l'être, parce qu'après avoir été mis au placard à Nîmes Métropole, vous voilà de nouveau sur le devant de la scène, nouvelle vice-présidence déléguée à l'ingénierie financière, membre d'un groupe expert, du groupe d'experts sur l'eau. La roue, visiblement, la tourne en votre faveur. Je crois Il y a un bon Dieu sur Terre. Bah, moi, j'y crois, donc je ne le dirai pas au contraire. Et pour tout vous dire, tout à l'heure, vous me disiez pour quelle raison je n'avais pas vu le président Macron. C'est que hier, je faisais la marche de la paix entre Générac et Saint-Gilles avec les croyants et les non-croyants de la ville. Au sens propre et figuré, du coup? Parce avec le maire de Générac, vous avez eu quelques animosités. Moi aussi, je vous livre quelques anecdotes. Est-ce que vous avez fait la paix, du coup, avec Franck Proust? Ouais, de toute façon, il n'y a jamais eu la guerre. Donc, pour qui? Non, il y a un petit peu. Non, vous avez tenté de vous présenter, on le sait, à la présidence de Nîmes Métropole. Il avait quand même mal pris. Il vous avait donné une vice-présidence que vous n'avez pas particulièrement demandé. Et puis, il avait blacklisté certains élus qui vous avaient soutenu, notamment Jean-Jacques Granat, le maire de Manduel, et puis le maire de Langlade. On en a déjà discuté, y compris sur ce plateau. Être en concurrence, c'est pas forcément être en désaccord, être en guerre. Donc, on a été en concurrence à un certain temps. Ce temps est passé. Franck Proust en tant que président de l'exécutif, moi en tant que vice-président, aussi maire de la deuxième collectivité, on s'est tous mis au travail. Et les choses évoluant, Comment vous qualifiez votre relation aujourd'hui avec lui? Elle est bonne comme elle était avant. Elle est peut-être un peu meilleure, je dois l'avouer, qu'à 1 an et demi. Un peu meilleure. Et est-ce que vous pensez que Franck Proust s'est réconcilié, s'est rabiboché avec vous? Parce que vous-même, vous étiez en train de le faire avec Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes. Non, je crois que vous savez, vous êtes... Vous prenez toujours 2-3 petits Legos, de 3 Legos, vous arrivez à nous en faire des Rappelez-vous, montagnes. Non, Jean-Paul Fournier, il avait dit quand vous avez essayé de vous présenter que vous étiez un bip. Je crois que chacun a bien compris que l'intérêt de notre collectivité, l'intérêt de notre territoire, c'était que chacun amène ce qu'il peut amener à cette collectivité et qu'on essaie de tous tirer dans le même sens. Je pense que Franck le fait très bien en tant que président. Moi, j'ai essayé Tout le monde est revenu à la raison, selon vous. Jean-Paul Fournier, Franck Proust. Personne n'était déraisonnable. Parfois excessif, mais pas déraisonnable. Bon, on avance. Alors, en plus de toutes ces nouvelles fonctions, vous avez repris la présidence du groupe EPNM, Ensemble pour Nîmes Métropole. Quel est le rôle et le but politique de ce groupe? Bon, la présidence, en clair, ça signifie que je suis l'animateur de ce groupe. C'est un groupe qui souhaite apporter sa pierre à l'édifice, qui souhaite pouvoir librement parler de tous les sujets, qui souhaite parfois avoir une liberté de vote en son sein. Voilà, c'est la vocation qu'il a. Titiller un peu la majorité. Non, c'est pas un objectif. C'est pas un objectif en soi. Et effectivement, on s'est posé plusieurs questions. On s'est d'abord, est-ce que cette origine pouvait avoir une explication? Donc c'est vrai qu'on était en période de crise sanitaire. On a pu penser au Covid, aux modifications des usages qu'on pouvait avoir de façon domestique. On a évacué cette possibilité en faisant un peu de benchmark dans les autres collectivités. Après, certains ont pu dire il y a une vie culturelle, associative beaucoup plus réduite, pas de fêtes, pas de férias. Peut-être que ça a eu un impact sur la consommation en eau. Ça aussi, c'est une piste qui a été évacuée. Et donc, celle des compteurs? Est-ce que les compteurs sont défaillants? Il y a eu la piste d'une partie des compteurs d'eau qui avaient pu être changés en 2018 et qui pouvaient sous-compter. Donc ça, il y a eu un examen fait de la part de Nîmes Métropole. On ne pense pas que cette piste-là explique cette perte de volume. Donc on s'est tourné vers le fichier des abonnés. C'est ça, il ne reste plus que ça, oui. Mais le fichier des abonnés, c'est grosso modo 99 000 abonnés. C'est probablement près d'1 million de données à exploiter. Donc on en a exploité pour l'instant 20%. Il reste à exploiter la totalité du fichier. Mais juste une précision, problème de fichier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Veolia a mal pris les fichiers de l'ancien délégataire parce qu'il y a de l'argent à la clé? Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Ce qu'on veut regarder au travers de ce fichier, c'est est-ce qu'il y a, pour certains types d'abonnés, éventuellement dans certaines collectivités et pas dans d'autres, on a des variations pas encore expliquées entre les consommations, par exemple, de 2019 Mais le manque à et de gagner 2020. aujourd'hui, M. Valadier, pour Nîmes Métropole, c'est aussi un manque à gagner pour Veolia.
C'est pour ça qu'effectivement, évidemment, ni l'agglomération, mais non plus Veolia, puisque dans les objectifs de Veolia aujourd'hui, à mon avis, ils sont très en deçà de ce qu'ils avaient imaginé sur ce marché. Bien évidemment, puisqu'ils avaient imaginé, lorsqu'ils ont élaboré le budget 2020, vendre 16 millions de mètres cubes d'eau et qu'à la sortie, ils en ont facturé 14,5 millions. Donc ce million et demi de mètres cubes, c'est aussi des millions d'euros qui ne sont pas allés contribuer le travail de Veolia et financer les investissements de l'agglomération. Je vais redonner la parole à Coralie dans quelques instants. Elle va vous parler du budget. Elle a d'autres questions pour vous, mais on va donner la parole à Jean-Baptiste qui va poser sa question à notre invité. Oui, monsieur le maire, vous avez été réélu brillamment maire de Saint-Gilles en 2020. Et j'imagine que vous avez plein de projets pour votre commune. Et je veux savoir quelle était votre vision pour la commune de Saint-Gilles et pour tout le territoire du sud du département plus généralement. Moi, effectivement, j'ai hérité d'une commune en 2014 qui, je crois, avait du retard. L'ambition que je porte, c'est de la moderniser, de l'adapter au monde d'aujourd'hui, et puis de tracer des perspectives dans des domaines sur lesquels... Quelle réalisation, par exemple? On a déjà beaucoup réalisé, vous le savez. On porte encore beaucoup de projets pour le quotidien des Saint-Gillois. Je souhaite construire une nouvelle crèche avec un nouveau centre de loisirs. On veut réaménager l'ensemble des quais de notre port de plaisance. On a un musée qui est fermé depuis 5 ans. Je veux qu'on construise un nouveau musée adossé à notre abbatiale. Donc un tas de projets qui ont pour but de faire en sorte que vivre à Saint-Gilles soit mieux demain qu'hier. Brahim, votre question, s'il vous plaît, à notre invité. Alors, j'ai vu très simplement que chez les Républicains, il y avait la question du cumul ou non-cumul des mandats qui se rejouait. Et si demain, vous serez... Je sais que vous ne vous présentez pas aux législatives. Êtes-vous tout simplement pour ou contre le cumul des mandats Moi, je suis plutôt favorable au cumul des mandats parce que je constate, en exerçant d'abord plusieurs mandats, m'investissant, je crois, pleinement dans mes fonctions, qu'une femme ou un homme ne peut pas tout exercer dans le même temps. Et pensez-vous que du coup ça laisse... Donc vous êtes contre le cumul des mandats? Non, je suis pour le cumul des mandats, mais je crois que la question que voulait poser Brahim, c'est si j'étais pour le cumul de mandats entre la fonction de parlementaire et la fonction de maire. Je crois que c'était plutôt ça. Exactement. Coralie, sur le budget peut-être? Le budget qui a été voté lundi, et notamment on a eu la confirmation des taxes, de la création des taxes qui ont été créées l'an dernier avec la taxe Gemapi et la TOM. Vous les avez votés. Comment justifier ça auprès de vos administrés qui sont encore plongés dans la crise sanitaire et dans ses conséquences? Je les ai votés cette année parce que cette année, elles ne bougent pas. Et vous vous souvenez, donc... Bon, ça serait été un peu désinvolte de ma part quand la fiscalité n'évolue pas de m'y opposer. Vous vous souvenez aussi au moment du rapport d'orientation budgétaire, au mois de novembre, nos services avaient laissé la porte ouverte à une éventuelle majoration de la taxe Gemapi. J'avais interpellé le président à ce sujet-là et il a fait en sorte que la taxe Gemapi ne bouge pas. Après, c'est vrai que l'an passé, l'agglomération a dû valoriser la taxe sur les ordures ménagères d'1 point. Ça correspond, il faut le dire, à un peu plus de 9% d'augmentation. Et puis créer cette taxe Gemapi. Je ne m'y suis pas opposé l'an passé pour 2 raisons. La taxe Gemapi, j'avais toujours dit au président Yvan Lachaud qu'il fallait l'introduire, modestement, mais l'introduire. Donc je ne pouvais pas, au moment où Franck Proust le proposait, parce que c'était Franck Proust. Et la taxe sur les ordures ménagères, j'ai toujours fait partie de ceux qui ont considéré que nous étions allés trop bas lorsque nous avions fait converger l'ensemble des taxes ordures ménagères de toutes les communes. Donc là aussi, en cohérence, j'ai soutenu la proposition qui a été faite par notre président l'an passé. D'accord. Un mot rapide peut-être sur la dette, parce que vous avez quand même été alarmiste lors de cette séance publique. Vous avez demandé à Franck Proust d'aller plus fort dans sa politique de désendettement. Pourquoi? Vous avez notamment parlé des taux d'intérêt qui pourraient être réévalués avec l'inflation. Moi, je n'ai pas été alarmiste et je n'ai pas employé ce mot. C'est vous qui le traduisez comme ça. Vous l'avez quand même fortement appuyé sur l'endettement et vous avez dit qu'il fallait aller plus loin dans la politique de désendettement. Je vous ai réécouté hier en plus. Oui, mais j'ai dit 2 choses.
J'ai dit que probablement, nous allions arriver à une période où l'argent allait coûter plus cher qu'hier. Tout simplement parce qu'on a une inflation aux États-Unis comme en Europe qui est considérée comme trop importante et que je ne vois pas comment les banques centrales vont continuer à doper l'économie telle qu'elles le font. Et alors du coup, on a appelé quand même les services de l'AGO pour vérifier. Ils nous ont dit qu'il y avait 10% des emprunts qui étaient à taux variable et que il n'y aurait pas de conséquences financières. Nous le verrons bien. Pas plus tard qu'hier, j'ai écouté la Banque centrale américaine, la Fed, qui a dit que peut-être, probablement, en 2022, elle allait augmenter par 3 fois ses taux directeurs. Je ne vois pas comment la BCE ne va pas faire. Donc, c'est obligé. Manifestement, les taux directeurs, hein, c'est les taux d'intérêt vont monter. Je vous prends un dernier exemple. On a des... Mais qu'est-ce qu'il doit faire, Franck Proust? Parce que les gens de Nîmes Métropole, c'est ce qu'ils veulent savoir. Vous lui conseillez quoi? C'est pas de désengagement, de désendettement, elle a déjà démarré. C'est pas Franck Proust que j'ai interpellé. J'ai simplement dit que le coût de notre dette, probablement, allait nous coûter plus cher demain que ce qui nous coûtait aujourd'hui. Vous avez alerté. Et que donc, c'est un paramètre qu'il allait nous falloir... Et comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième chose que j'ai dit que je saluais le fait que notre dette était stabilisée, que je saluais le fait que pour la rembourser, il nous fallait, comme l'an passé, 11 ans et demi. Le problème de notre dette, à ce niveau d'endettement, c'est qu'elle ne crée pas la confiance. Et ce que j'ai dit, c'est qu'il nous faudra peut-être réfléchir à un moment donné à non pas stabiliser le taux d'endettement à 11 ou 11 ans et demi, mais essayer progressivement, peut-être avec parcimonie, en tendance de le faire un petit peu réduire pour se donner des marges de manœuvre. Aujourd'hui, on est à la stabilité. On est à 11,3 ans comme l'an passé.